19h à Bamako depuis le Mali. Merci infiniment de votre soutien sans faille à Chérif La TV. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouveau flash d'information que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous sommes le vendredi 10 février 2017. Au Mali, chez nous, la situation sécuritaire dans le centre semble bien se dégrader de jour en jour. Les attaques contre les forces armées maliennes FAMA sont quasi hebdomadaires et les assassinats ciblés sont réguliers. La MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, consciente de cet état de fait, prévoit de renforcer sa présence dans la région. C'est Marietou Diallo qui nous signe ce commentaire. Malgré les efforts tendant à sécuriser le Nord Mali, force est de constater que les attaques djihadistes se font de plus en plus régulières. En 2016, dans le centre du pays, aux alentours de la région de Mopti, plus d'une centaine d'assassinats ciblés ont eu lieu contre des notables ou des leaders communautaires accusés de collaborer avec les autorités. Et la tendance ne semble pas prête de s'inverser en 2017, alors que la MINUSMA pointée du doigt tarde à renforcer sa présence dans cette partie du Mali. Selon un haut responsable de la mission onusienne au Mali, pour instaurer de la confiance, il faut d'abord instaurer de la présence et il faut absolument que leurs éléments soient effectivement présents grâce à leurs nouveaux moyens. Ce qui est important en accompagnement des militaires, c'est la présence des ONG. C'est la présence aussi des autorités, ajoute-t-il. C'est ça qui est important. Pour le militaire, le travail entre la MINUSMA, le gouvernement et la société civile est primordial. Si l'ONU tarde autant à déployer ses troupes, c'est en partie parce que le gouvernement malien refuse d'admettre qu'il perd peu à peu la main de cette région. Le Mali a finalement consenti à un renforcement de la MINUSMA dans le centre il y a quelques mois. Une force de réaction rapide sénégalaise doit s'installer prochainement à Mopti. En attendant, depuis le début de l'année, plus de 50 écoles ont été fermées faute de sécurité et la situation ne pourra nullement s'améliorer si l'on ne procède pas de façon imminente à un redéploiement des hommes sur le terrain. Actualité africaine dans ce flash d'information, la CPI, Cour pénale internationale et le franc CFA font l'objet de sérieuses discussions entre les pays africains qui souhaitent désormais prendre leur destinée en main. Au cours de la dernière session de l'Union africaine le 31 janvier dernier dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba, les chefs d'État africains se sont concertés à huis clos pour plancher sur ces questions primordiales de l'avenir du continent. Ils ont entériné le principe d'un retrait collectif du statut de Rome dont la ratification permet l'adhésion à la CPI. Kadi Diakité pour le commentaire. La récente rencontre des chefs d'État africains à Addis Abeba n'a pas été uniquement centrée sur le choix du nouveau dirigeant de l'Union africaine. La CPI et le franc CFA étaient également au cœur des préoccupations des pays africains. À plusieurs reprises, certains chefs d'État africains avaient vivement critiqué la CPI, accusés de ne juger que des Africains. Il y a quelques mois, plusieurs pays ont annoncé leur départ. En effet, il ressort de cette réunion à huis clos sur les possibilités de retrait collectif des pays africains de la CPI, l'adoption d'une stratégie non contraignante sur le plan juridique de retrait des pays africains de la CPI. Une nouvelle pression exercée donc sur l'instance internationale qui doit faire face désormais à un sérieux défi d'existence si les pays africains se retiraient effectivement de la Cour. L'UA a souhaité renforcer la Cour africaine de justice pour pallier au manque d'instances judiciaires sur le plan continental. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée sur la stratégie finale adoptée. La question du franc CFA est de plus en plus critiquée, considérée par ses détracteurs comme la dernière monnaie coloniale en cours. Le franc CFA créé en 1945 est la devise partagée par 14 pays d'Afrique subsaharienne plus les Comores. Le franc CFA est lié à l'euro par un système de parité fixe en contrepartie de laquelle les États versent 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. De nombreuses voix s'élèvent de plus en plus dans les milieux intellectuels et au sein de la société civile pour critiquer un système considéré comme de servitude monétaire. Faisant le bilan de son mandat à la présidence de l'Union africaine, Idriss Déby a estimé que la façon dont est géré le franc CFA est un frein au développement des pays africains et qu'il urge que le continent noir fasse réviser ses accords avec la France. Retour à présent à Bamako, voilà quasiment un mois que les appareils administratifs et judiciaires se retrouvent dans une paralysie sans précédent au Mali. Un véritable dialogue de sourds semblait définitivement s'installer entre le gouvernement malien et les deux centrales syndicales des magistrats, le syndicat autonome de la magistrature SAM ainsi que le syndicat libre de la magistrature Silima, qui réclament depuis le 9 janvier dernier une augmentation de salaire et d'indemnité et exigent aussi de meilleures conditions de travail. Beaucoup d'incertitudes
l'incertitude plane encore autour de cette grève qui entrave sérieusement les services tant recherchés par les justiciables. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre du président du Silima qui nous fait ici le point de la situation au micro d'Ousmane Sogouria. Entre le gouvernement et nous, vous le savez déjà, le dialogue était rompu un moment. Et par la faveur des bons offices, des médiateurs, de toute la société, le dialogue a été renoué. Et nous avons commencé à discuter, le gouvernement et nous. Aujourd'hui, ces négociations sont clos, sont terminées. Il y a eu un certain nombre d'accords entre le gouvernement et nous. Un accord partiel, premièrement sur le salaire, un accord sur l'indemnité de judicature, un accord sur l'indemnité de logement, un désaccord total sur l'indemnité de mouture. Et l'accord est entier entre le gouvernement et nous sur toutes les questions d'ordre institutionnel. Voilà ce à quoi nous avons abouti, le gouvernement et nous, lors de ces négociations-là. La signature du PV de conciliation, en notre sens, n'est qu'une formalité. Le fonds ayant été vidé, je pense que cette formalité, alors, elle est certes importante, même très importante, mais elle n'est plus une préoccupation majeure alors qui puisse faire planer une quelconque menace sur la suite alors, du processus enclenché à partir des accords trouvés. Cette déclaration interviendra le moment venu, puisque c'est vrai, vous parlez tout à l'heure de signature. Le syndicat frère, le SAM, a connu quelques petites difficultés internes et nous sommes tous à pied d'œuvre pour essayer de faire en sorte que cette petite difficulté puisse être rapidement résorbée de façon à ce que tous les syndicats se retrouvent pour signer ce PV-là, les procès-verbaux de conciliation, afin que le travail puisse rapidement reprendre et que nos concitoyens alors, soient soulagés. Nous disons que c'est des difficultés mineures. Il ne m'appartient pas trop d'en parler. Je suis le président de Silima, mais cependant je suis magistrat et puis le SAM c'est un syndicat partenaire. Donc je ne veux pas en fait parler du fond, mais tout ce que je sais c'est que nous sommes tous mobilisés, nous sommes tous impliqués pour rapidement surmonter ça. De toute façon, ce n'est pas en fait une difficulté de nature à faire planer, je le répète une fois de plus, à faire planer des menaces sur le processus enclenché. Et voilà, nous souhaitons vivement la reprise du service par les magistrats. Au menu du tour d'horizon de l'actualité africaine d'aujourd'hui, cap sur la Côte d'Ivoire, où la mission onusienne semble bien vouloir fermer ses portes d'ici fin juin 2017. Au pays arc-en-ciel, de violentes bagarres survenues au sein du Parlement sud-africain au moment même où le président Jacob Zuma s'apprêtait à prendre la parole. Par ailleurs, l'Union européenne décide de mettre la main à la poche à hauteur de 225 millions d'euros en faveur de la Gambie pour son redressement. Et enfin, nous vous parlerons d'un nouveau rebondissement dans la condamnation de l'ex-président tunisien et de son épouse. Nous retrouvons Marietou Diallo pour ce commentaire. C'est une page qui se tourne pour les Ivoiriens. D'ici le 30 juin 2017, la mission de l'ONU aura définitivement fermé ses portes dans le pays. À partir du 15 février 2017, les casques bleus vont se retirer. Les récentes violences à Adiaké ne remettent pas en cause le départ de l'ONUCI. La représentante spéciale du secrétaire général Aïchatou Mindaoudou est venue le confirmer au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Elle a demandé à la communauté internationale de rester pleinement mobilisée pour la Côte d'Ivoire dans un contexte sécuritaire fragile. L'ONU a signé un plan de transfert des activités au gouvernement ivoirien en octobre 2016. Il se chiffre à près de 50 millions de dollars pour poursuivre notamment les programmes de réconciliation nationale et le rétablissement de l'état de droit. Aïchatou Mindaoudou reste sereine. Selon elle, l'ONUCI a rempli son rôle conformément au mandat en 14 ans de présence et le Conseil de sécurité a estimé qu'aujourd'hui la présence de la mission n'est plus nécessaire en Côte d'Ivoire. Le reste, ce sont les Ivoiriens qui devront le faire dans le cadre démocratique qui existe aujourd'hui.
En Afrique du Sud, des violences ont éclaté au Parlement ce jeudi soir lors du discours à la nation du président Jacob Zuma. Un discours très attendu car jamais le chef de l'État n'a été autant contesté par l'opposition, mais également au sein de son propre parti. L'année 2016 a été particulièrement difficile pour Jacob Zuma, embourbé dans des scandales. Pendant plus d'1h30, le président Zuma a tenté de prendre la parole, mais l'opposition l'en a empêché. Les députés du Parti radical estiment qu'il a violé la Constitution et qu'il n'a pas sa place au Parlement. Il y a eu des échanges de coups et les 25 députés des combattants pour la liberté économique ont été violemment expulsés de l'hémicycle. Après quoi, tous les députés de l'opposition ont quitté la Chambre. Le président Zuma a ensuite pu prononcer son discours à la nation. L'opposition, quant à elle, a tenu une conférence de presse à l'extérieur du Parlement pour dénoncer cette violence. Fraîchement arrivé à la tête de la Gambie après 22 ans du pouvoir autocratique de Yaya Jammeh, l'équipe du président élu en décembre dernier, Adama Barrow, va recevoir une aide de 225 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Une partie de cette somme sera débloquée rapidement afin d'aider les nouveaux dirigeants gambiens à faire face aux urgences telles que l'insécurité alimentaire, à la lutte contre le chômage, à la construction ou la réfection des routes, mais également à des actions de protection de l'environnement, au soutien de la société civile et à la protection des droits de l'homme. Le montant de l'aide financière immédiate de Bruxelles à Banjul est de 75 millions d'euros, selon le commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement. Plusieurs fois condamné par contumace, l'ex-président tunisien et son épouse ont à nouveau écopé jeudi de 10 ans de prison pour corruption. Ben Ali et son épouse Leila Trabelsi sont reconnus coupables dans une affaire de corruption administrative et financière par un tribunal de première instance de Tunis. Un dossier qui relève du domaine environnemental et qui, selon le porte-parole, a donné lieu à 3 autres condamnations. Un ex-ministre et un cadre du ministère de l'Environnement du régime Ben Ali ont écopé de 5 ans et 3 ans de prison, tandis qu'une proche de Leila Trabelsi écope d'une autre peine de 3 ans de prison. Une source ministérielle a confirmé que cette nouvelle affaire sera portée à l'utilisation à des fins mercantiles du club Elissa, bâtiment situé dans un parc naturel propriété de l'État à Sidi Bou Saïd, dans la banlieue UP de Tunis. De fréquentes soirées mondaines étaient organisées dans ce club luxueux fondé par Leila Trabelsi. C'est donc cette page inter qui referme ce flash d'informations que nous vous remercions d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos 21h pour le bulletin d'information en langue nationale Bamanakan, une présentation signée Kafouné Batili. Excellente suite de programme sur Chérifla TV et à très vite.